Il y a un moment spécifique et, si vous l'avez déjà vécu, vous savez parfaitement de quoi je parle. C'est quand vous entrez dans une pièce et que quelque chose change. Vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien fait de spectaculaire. Vous êtes simplement arrivé. Mais la fille assise au bout du bar se recoiffe soudainement. La conversation à la table près de la porte baisse d'un demi-décibel. Quelqu'un qui riait aux éclats il y a une seconde devient un peu plus silencieux, un peu plus retenu, comme si l'air lui-même venait de devenir plus cher et que tout le monde acceptait silencieusement de se comporter en conséquence. Vous ne vous en êtes probablement pas rendu compte. La plupart des hommes ne le font pas. Et c'est précisément cela, cette incapacité à reconnaître l'effet que vous produisez déjà, est l'angle mort le plus coûteux que vous porterez dans votre vie. Car voici la partie qui réorganisera votre façon de vous voir si vous le permettez. Vous ne souffrez pas parce qu'il vous manque quelque chose. Vous souffrez parce que vous n'avez aucune idée de ce que vous possédez déjà. L'avantage est déjà vôtre. Il l'a toujours été. Il est là, dans votre façon de bouger, dans la cadence de votre voix et dans les millisecondes de contact visuel que vous maintenez ou rompez sans même y penser. Mais comme personne ne s'est assis avec vous pour vous montrer le score, vous avez joué ce match comme un homme qui est en train de perdre, en poursuivant, en jouant un rôle et en cherchant l'approbation. Alors qu'en réalité, la femme en face de vous a essayé de trouver comment attirer votre attention sans avoir l'air d'essayer. Le vrai problème n'a jamais été l'attraction. C'était la conscience. Et aujourd'hui, cela change. La plupart des hommes opèrent à partir d'un déficit psychologique qui n'existe pas réellement. À un moment donné, probablement à l'adolescence, durant cette période brutale d'années où le rejet ressemblait à un verdict sur toute votre identité, vous avez intériorisé un mensonge. Le mensonge dit: je dois prouver ma valeur, je dois démontrer ce que je vaux, je dois lui montrer pourquoi je suis un bon choix. Et c'est ainsi que vous entrez dans chaque interaction déjà désavantagé, déjà en train de passer une audition, déjà en train de jouer devant un public qui était prêt à être impressionné avant même que vous n'ouvriez la bouche. Vous ne pouviez tout simplement pas le voir parce que vous étiez trop occupé à répéter vos répliques. La recherche en psychologie sociale a systématiquement démontré que la perception de soi fonctionne comme une fréquence d'émission. La façon dont vous vous voyez s'infiltre dans chaque micro-comportement. L'angle de vos épaules, la vitesse de votre élocution, si vos mains sont immobiles ou agitées, et si vos yeux restent fixes ou s'agitent en cherchant des menaces et des sorties. Lorsque vous vous percevez comme quelqu'un qui doit gagner sa place, cette perception rayonne vers l'extérieur et les gens autour de vous ajustent inconsciemment leur évaluation de vous à la baisse. Non pas parce que vous manquez de valeur, mais parce que vous leur avez déjà dit, à travers 1000 petits signaux, que vous ne croyez pas en avoir. Et les gens sont remarquablement obéissants à l'histoire que vous racontez sur vous-même. Ils y croiront toujours, même quand les preuves disent le contraire. L'homme qui entre en essayant d'impressionner, celui qui répète des choses spirituelles à dire, surveillant ses réactions comme un indice boursier et calibrant son comportement en fonction de ce qu'il pense qu'elle veut, cet homme a déjà perdu avant même que l'interaction ne commence. Non pas parce que ses tactiques sont mauvaises, bien que beaucoup le soient, mais parce que l'acte même d'essayer transmet l'insécurité qu'il tente de cacher. C'est un paradoxe qui dévore complètement les hommes. Plus vous vous efforcez d'avoir l'air sûr de vous, plus votre incertitude devient transparente. Plus vous cherchez désespérément à être rassuré sur son intérêt, plus son intérêt s'évapore rapidement. Vous devenez un homme qui poursuit sa propre ombre, courant de plus en plus vite, alors que ce que vous cherchez bouge exactement à votre vitesse, toujours hors de portée parce qu'il a été lié à vous tout le long. Parlons de ce qui se passe réellement au niveau neurologique lorsqu'un homme doté d'une véritable présence entre dans un espace. Et je ne parle pas de l'entrée théâtrale, du salut bruyant ou du gars qui s'annonce en occupant tout l'espace auditif possible. C'est de la compensation, pas de la domination. La réalité est presque l'inverse. C'est l'homme qui arrive sans s'excuser, sans s'annoncer et sans scanner l'environnement pour voir qui regarde. Il se présente simplement pleinement, comme si l'espace avait de la chance de l'avoir, et non l'inverse. Quand cela arrive, le champ social se réorganise. Ce n'est pas du mysticisme. C'est un comportement de primate bien documenté que les humains ont hérité et perfectionné pendant des millénaires. Dans n'importe quel rassemblement, il y a une négociation hiérarchique inconsciente qui se déroule à chaque instant.
Chaque personne effectue un calcul en arrière-plan. Qui compte ici? Qui ne compte pas? Où est le centre de gravité? Et à quel point en suis-je proche? Quand quelqu'un avec une véritable certitude intérieure entre dans cette équation, le calcul change pour tout le monde. Les conversations deviennent un peu plus soignées. La posture s'améliore. Les rires deviennent un peu plus intentionnels. Les gens n'ont pas peur, ils prêtent attention. Et l'attention, dans toute espèce sociale, va vers l'individu qui semble le moins désespéré de la recevoir. Voici la partie que la plupart des hommes n'envisagent jamais. Le silence utilisé correctement est plus puissant que n'importe quelle phrase que vous pourriez jamais construire. L'homme qui est à l'aise dans le silence, qui ne se précipite pas pour combler chaque vide dans la conversation, qui peut rester dans une pause et la laisser respirer au lieu de paniquer et de la remplir de mots, communique quelque chose que le langage ne peut physiquement pas exprimer. Il communique qu'il ne craint pas l'espace vide, ce qui signifie qu'il est à l'aise avec sa propre compagnie, ce qui signifie qu'il a fait le travail interne que la plupart des gens passent leur vie entière à éviter. Le silence de quelqu'un comme ça ne semble pas gênant. Il ressemble à une ancre. Il attire les gens au lieu de les éloigner. Maintenant, c'est ici que cela devient pratique. Car la théorie sans observation est inutile. Quand une femme se sent véritablement touchée par vous, sans jouer par politesse, ni remplir une obligation sociale, son corps la trahit bien avant ses mots. Et les signaux sont si rapides, si subtils et si universellement mal interprétés par les hommes que des possibilités romantiques entières meurent dans l'espace entre un regard et une mauvaise interprétation. Elle vous regarde brièvement, peut-être pendant un quart de seconde, puis elle détourne les yeux rapidement, comme si elle avait touché quelque chose de chaud. Ce n'est pas du désintérêt. Le désintérêt ne ressemble à rien. Le désintérêt est l'absence de réaction. Ce dont vous venez d'être témoin, c'est la présence d'une réaction. Spécifiquement, une conscience intensifiée suivie de timidité. Elle vous a enregistré, a ressenti quelque chose en réponse et a ensuite réalisé qu'elle ressentait quelque chose, ce qui a provoqué son détournement de regard. Toute la séquence dure moins d'une seconde, et la plupart des hommes l'interprètent là comme un rejet. Ils pensent qu'elle s'est détournée, qu'elle n'est pas intéressée. Ce qui s'est passé en réalité ressemblait plus à ceci. Elle a été si immédiatement attirée que ses circuits instinctifs l'ont marquée comme socialement dangereux, et elle a rompu le contact visuel pour réguler l'intensité de ce qui l'animait. Prêtez attention au comportement qui défie la logique. Elle est éloquente et posée avec tout le monde, mais elle bute sur ses mots quand elle est avec vous. Elle est physiquement détendue avec ses amis, mais elle ne cesse d'ajuster sa posture, de se toucher le cou ou de tripoter quelque chose dans ses mains quand vous êtes à proximité. Elle rit de choses que vous dites qui ne sont pas particulièrement drôles. Ce n'est pas un rire poli, mais un rire un peu trop anxieux, comme si son corps produisait la réponse plus vite que son cerveau ne peut la vérifier. Ce ne sont pas des signes de maladresse générale. Ce sont des signes d'une réaction involontaire à un stimulus qu'elle trouve significatif. Elle ne peut pas agir normalement parce que son état de base a été altéré. Vous êtes la variable pour laquelle son équilibre n'a pas été conçu. Laissez-moi vous dire quelque chose sur la confiance qui vous évitera des années d'efforts perdus. La confiance n'est pas un sentiment, c'est un ensemble de comportements physiques. Et l'espace entre ces deux idées est l'endroit où la plupart des hommes restent bloqués en permanence. Ils pensent qu'ils ont besoin de se sentir sûrs d'eux avant de pouvoir le projeter. Alors ils attendent. Ils attendent que l'anxiété passe, que le doute se dissipe, un moment mythique de clarté interne qui leur permettrait enfin d'évoluer dans le monde sans se remettre en question. Ce moment n'arrive jamais. Il n'arrive jamais parce que la confiance n'est pas une condition préalable à l'action. Elle en est un sous-produit. Ce à quoi les femmes répondent réellement, ce à quoi chaque humain répond dans chaque contexte social, c'est un ensemble de marqueurs non-verbaux qui communiquent une certitude interne. Un contact visuel ferme qui ne se détourne pas au premier signe de tension, une immobilité physique, pas de la rigidité, mais le genre d'aplomb détendu qui dit que je n'ai pas besoin d'être ailleurs et que je n'ai rien à justifier. Un rythme de parole qui ne s'accélère pas sous la pression, une posture qui revendique l'espace sans être théâtrale pour autant. Ces marqueurs sont traités par le système limbique, l'ancienne architecture préverbale qui prend des décisions concernant la confiance, la menace et l'attraction plus vite que la pensée consciente ne peut intervenir.
C'est pourquoi un homme peut dire toutes les bonnes choses et pourtant paraître bizarre à une femme, tandis qu'un autre homme peut ne presque rien dire et s'avérer magnétique. Les mots sont traités par le cortex préfrontal, l'esprit rationnel. Mais le verdict de l'attraction a déjà été rendu des millisecondes auparavant par des circuits plus profonds qui ne parlent aucune langue. Ils s'expriment par des schémas de mouvement, des relations spatiales et des réponses autonomes. Ils lient votre état physiologique de la même manière qu'un musicien lit une partition, avec fluidité, instantanément et avec beaucoup plus de précision que vous ne voudriez le savoir. Et ce qu'ils scannent par-dessus tout, c'est la congruence. Le corps de cet homme correspond-il à ses paroles? Son calme correspond-il à ce qu'il affirme? Ou y a-t-il un décalage, un tremblement, un tic ou un clignement qui suggère que l'extérieur est un déguisement et que l'intérieur lutte toujours? C'est ici que la compréhension conventionnelle de l'attraction s'effondre et que quelque chose de bien plus intéressant prend sa place. L'apparence physique fait que l'on vous remarque. C'est réel. Et le nier est malhonnête. Mais l'apparence physique est une porte, pas une pièce. Franchir la porte vous donne environ 5 secondes d'attention. Ce que vous faites à l'intérieur de la pièce, l'atmosphère émotionnelle que vous générez, détermine tout ce qui suit. Et cette atmosphère n'a presque rien à voir avec la symétrie ou la taille, et presque tout à voir avec ce que les gens ressentent lorsqu'ils sont près de vous. Certains hommes dégagent une atmosphère de tranquillité. Ils sont chaleureux, accessibles et agréables à côtoyer, et c'est plaisant, mais rarement électrisant. D'autres hommes dégagent une tension. Ils sont intenses et imprévisibles. Ils maintiennent les gens légèrement en déséquilibre, et c'est excitant mais, à la longue, épuisant. Les hommes qui s'avèrent véritablement fascinants sont ceux qui produisent quelque chose de beaucoup plus rare. La combinaison de confort et d'intrigue, de sécurité et d'imprévisibilité coexistant chez le même individu. Le sentiment d'être complètement à l'aise en compagnie de quelqu'un et en même temps d'être incapable de prédire ce qu'il dira ou fera ensuite. Cette combinaison est presque narcotique dans son effet, car elle satisfait simultanément deux besoins psychologiques opposés, le besoin de sécurité et le besoin de nouveauté. Et la plupart des gens passent leur vie entière sans la trouver chez une seule personne. C'est ce à quoi les femmes font référence lorsqu'elles décrivent un homme comme différent, mais ne parviennent pas à articuler exactement ce qu'elles entendent par là. Elles ne parlent pas de sa coupe de cheveux ou de son sens de la mode. Elles décrivent une empreinte émotionnelle, une qualité d'expérience qu'ils génèrent simplement en existant à proximité. Il leur fait ressentir quelque chose qu'elles ne ressentent pas souvent, quelque chose qu'elles ne peuvent pas facilement reproduire avec quelqu'un d'autre. Et ce caractère irremplaçable est la base d'une attraction profonde et durable. Non pas l'esthétique, ni les points d'un CV, mais la façon privée, presque secrète, dont le monde semble un peu plus vivant quand cette personne est là. Prêtez attention à la façon dont les autres hommes se comportent autour de vous, car ils vous donnent des informations sur votre position dans l'ordre social qui sont bien plus fiables que n'importe quoi que vous direz, un miroir. Les hommes sont exquisément sensibles aux différentiels de statut. L'évolution s'en est chargée car, dans l'environnement ancestral, mal interpréter votre position par rapport à un autre mâle pouvait vous coûter la vie. Ainsi, quand vous arrivez dans un groupe et qu'un autre homme change subtilement de posture, redresse les épaules ou commence à parler plus fort, il n'agit pas au hasard. Il répond à un défi perçu. Son câblage limbique vous a enregistré comme un concurrent, ce qui signifie qu'il vous a enregistré comme quelqu'un d'important. Ce sont des données. Utilisez-les. Observez ce qui se passe quand des femmes sont présentes dans le groupe. Les dynamiques masculines s'intensifient. Les plaisanteries deviennent plus acerbes, plus directes. Certains hommes tenteront de vous rabaisser avec des pics occasionnels déguisés en humour. D'autres deviendront ostensiblement amicaux, se positionnant à vos côtés plutôt que face à vous, s'alignant sur l'autorité perçue plutôt que de s'y opposer. Ces deux réponses, le défi et l'alliance, communiquent en la même chose. Vous avez du poids dans cet espace. Votre arrivée a restructuré la géométrie sociale, et chaque homme recalcule sa position par rapport à la vôtre. La réponse qui renforce votre position est toujours la même. Un calme serein. Oubliez les représailles. Oubliez le fait de bomber le torse de façon réciproque. Lorsqu'un homme vous défie et que vous répondez par un amusement détendu plutôt que par une escalade, vous venez de démontrer devant tous les observateurs que sa provocation n'a pas été enregistrée comme une menace.
Vous avez communiqué que vous opérez sur une fréquence totalement différente, une où son cou est un bruit, pas une information digne d'être traitée. Et chaque femme qui regarde, et elle regarde toujours, calibrant toujours les dynamiques masculines en arrière-plan dans chaque interaction sociale, vient de recevoir une leçon magistrale sur votre place. Non pas parce que vous l'avez annoncé, mais parce que vous l'avez démontré dans la seule langue qui ne peut être falsifiée. Voici un principe qui changera votre façon d'interpréter chaque environnement social pour le reste de votre vie. La proximité n'est jamais accidentelle. Quand une femme se place physiquement près de vous, quand elle choisit le siège à côté du vôtre, quand elle gravite vers votre bout du bar, ou quand elle continue de trouver des raisons d'être dans votre conversation, malgré d'autres options, elle fait quelque chose de délibéré. Elle n'exécute peut-être pas une stratégie consciente. Il n'y a peut-être pas de plan tracé sur papier, mais son comportement est intentionnel de la même manière qu'une plante qui se tourne vers la lumière du soleil est intentionnelle. Elle n'y pense pas, mais elle le fait absolument. Ce sont des invitations indirectes et elles sont la principale façon dont beaucoup de femmes communiquent un intérêt romantique. Jamais par des déclarations verbales ou des enseignes au néon, mais par un positionnement physique qui dit sans mots. Je me rends disponible pour toi. Je choisis parmi tous les endroits possibles où je pourrais être et toutes les personnes possibles à qui je pourrais parler, d'être ici à côté de toi. Et la tragédie, l'étonnante et presque comique tragédie, est le nombre d'hommes qui passent totalement à côté de cela. Elle est juste là, littéralement juste là, assez proche pour être touchée, restant plus longtemps que ne l'exige l'obligation sociale, cherchant des excuses pour continuer la conversation et posant des questions pour lesquelles elle n'a pas besoin de réponse, juste pour prolonger l'interaction de 30 secondes supplémentaires. Et lui est distrait, perdu dans sa propre tête, répétant une phrase d'accroche alors que l'ouverture a déjà eu lieu. Elle a dégagé le chemin. Elle maintient la porte grande ouverte. Elle lui fait pratiquement signe avec un panneau lumineux. Tout ce qu'il a à faire est de faire un pas en avant, et il reste là paralysé, se demandant si peut-être elle est juste gentille. Elle a quitté ses amis, a traversé une salle pleine de monde et s'est placée à une longueur de bras. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est de l'intention. Apprenez la différence, car la fenêtre ne reste pas ouverte éternellement. Et une femme qui a tendu une invitation qui n'a pas été reconnue ne l'attendra plus. Son orgueil ne le lui permettra pas, et votre manque d'attention vient de vous coûter quelque chose que vous ne saviez même pas qu'on vous offrait. Il existe un principe en économie comportementale appelé biais de rareté, et il actionne le moteur du désir humain avec plus de fiabilité que n'importe quel autre mécanisme cognitif. La version courte, les choses qui semblent limitées semblent plus précieuses. Les choses qui semblent illimitées semblent jetables. Et ce principe ne s'applique pas seulement aux billets de concert et aux baskets en édition limitée. Il s'applique à vous, à votre temps, à votre attention et à l'espace émotionnel que vous occupez dans l'esprit d'une autre personne. Lorsque vous traitez votre propre attention comme quelque chose de rare qui mérite d'être gagné, quand vous ne la distribuez pas gratuitement à quiconque croise votre chemin, quand vous n'êtes pas perpétuellement disponible, et quand les gens ont la nette impression que votre emploi du temps est chargé et que vos options restent ouvertes, quelque chose change dans la façon dont vous êtes perçu. Vous n'avez rien modifié à votre apparence ni à votre personnalité, mais vous avez changé l'équation de l'offre et de la demande. Et la psychologie humaine répond à cette équation avec la fiabilité d'une loi mathématique. Elle commence à se demander où vous êtes quand vous n'êtes pas là. Elle remarque quand vous parlez à d'autres personnes. Elle commence à accorder de l'importance aux moments où vous lui consacrez votre attention car ces moments semblent gagner plutôt que donner. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ni de fabriquer une indisponibilité artificielle. La rareté fabriquée se voit et s'avère contre-productive. Il s'agit d'avoir véritablement une vie qui soit suffisamment pleine, engageante et structurée pour ne pas avoir besoin de la validation d'une personne pour vous sentir complet. Quand c'est authentique, quand vous ne faites pas semblant d'être occupé, mais que vous êtes réellement dévoué à construire une vie qui vaut la peine d'être vécue, la rareté s'occupe d'elle-même. Vous n'avez pas besoin de faire semblant d'être sollicité. Vous l'êtes réellement. Et l'ancien paradoxe ressurgit. Moins vous dépendez de son attention, plus elle veut vous l'offrir. Avez-vous déjà remarqué que, dans certaines conversations, l'autre personne commence à imiter votre rythme de parole? Qu'elle se penche quand vous vous penchez,
fait des pauses quand vous en faites, et reflète vos gestes comme si elle exécutait un programme synchronisé. Ce n'est pas une imitation délibérée, c'est un phénomène appelé entraînement comportemental, et c'est l'un des indicateurs les plus puissants et les moins discutés de l'influence sociale. La personne qui donne le rythme d'une interaction est la personne qui la dirige, et cela a peu de rapport avec qui parle le plus ou le plus fort. Cela se détermine entièrement par qui est le plus calme intérieurement. Lorsque vous vous sentez véritablement à l'aise avec vous-même, quand votre énergie n'est pas précipitée, quand votre langage corporel est ouvert plutôt que sur la défensive, et quand votre respiration est lente et posée, plutôt que superficielle et rapide, les autres se synchronisent instinctivement avec votre état. Ils ralentissent parce que vous allez lentement. Ils deviennent plus silencieux parce que vous l'êtes. Ils se calment parce que vous êtes calme. C'est le mécanisme derrière ce que les gens décrivent vaguement comme une bonne énergie ou du charisme. Ce n'est pas une qualité mystique, c'est une qualité régulatrice. Vous êtes si bien calibré intérieurement que votre physiologie commence à réguler la physiologie de ceux qui vous entourent. Vous devenez le thermostat émotionnel de tout espace que vous occupez et tout le monde s'ajuste à votre réglage sans savoir qu'il le fait. Les implications pour l'attraction sont énormes. Près d'un homme dont l'énergie est stable et maîtresse d'elle-même, le rythme autonome même d'une femme commence à se synchroniser avec le sien. Sa respiration ralentit et elle baisse sa garde. Elle ressent en sa compagnie une qualité de calme qu'elle ne peut pas tout à fait articuler et dont elle ne veut pas s'éloigner. Plus tard, elle dira à ses amis, « C'est juste qu'il me faisait me sentir si à l'aise », sans se rendre compte que ce qu'elle décrit réellement est un événement neurologique, son corps se synchronisant avec le champ régulateur d'une autre personne et trouvant dans cette synchronisation un sentiment de sécurité profondément attrayant au niveau biologique. Cela nous amène au malentendu fondamental qui sabote les hommes plus que tout autre. La croyance que l'attraction est une décision. Que si vous présentez les bons arguments, le bon travail, la bonne voiture ou la bonne liste de réussite, elle évaluera l'épreuve et décidera de se sentir attirée par vous. Mais l'attraction ne fonctionne pas ainsi. Elle n'a jamais été conçue pour fonctionner ainsi. L'attraction est un événement émotionnel, pas une conclusion logique. Elle se produit dans le corps avant d'atteindre le cerveau. C'est un changement dans la respiration, un saut dans l'estomac et une conscience soudaine de la proximité physique de quelqu'un. Au moment où son esprit conscient commence à analyser si vous êtes son type ou si vous cochez sa liste de critères, le verdict est déjà tombé. Le verdict émotionnel est arrivé en premier, et il vote sur la base de preuves auxquelles l'esprit rationnel n'a même pas accès. Cela signifie que votre tâche dans toute interaction où l'attraction est en jeu n'est pas de convaincre. Convaincre est ce que font les vendeurs, ce qui se passe dans les salles de conseil et les tribunaux où les gens pèsent les preuves et rendent des jugements basés sur la raison. Mais ce n'est pas une salle de conseil. C'est quelque chose de bien plus ancien et de bien moins rationnel. Votre tâche est de générer une expérience. Pas un argument logique sur pourquoi vous êtes un partenaire digne. Pas un CV de vos qualités. Pas un dossier soigneusement assemblé sur votre valeur, mais un environnement émotionnel au sein duquel elle a envie de rester. Un sentiment qu'elle associe à vous et à personne d'autre. Vous y parvenez non pas avec des routines répétées ni des phrases scénarisées, mais avec la qualité de votre présence. La façon dont vous écoutez comme si ce qu'elle dit comptait véritablement. La façon dont vous maintenez l'espace pour le silence sans vous précipiter pour le combler. La façon dont vous la faites se sentir reconnue sans qu'elle se sente examinée. La différence entre ces deux expériences est capitale. Un homme qui fait qu'une femme se sent examinée la rend complexée. Elle commence à jouer un rôle, à s'éditer et à cacher les parties qu'elle pense qu'il pourrait juger. Celui qui la fait se sentir reconnue la fait se sentir vivante. Elle s'ouvre, lui montre la version non polie et laisse sa garde se dissoudre d'une manière qui la surprend elle-même. L'un est de la surveillance, l'autre est de l'intimité, et son câblage le plus profond connaît la différence instantanément, avec une précision qu'aucune ruse verbale ne peut annuler ni surpasser. Et ainsi nous arrivons à la partie que personne ne veut entendre, parce qu'elle ne vient pas avec un raccourci. Tout ce que j'ai décrit aujourd'hui, le poids que vous portez quand vous entrez dans une pièce, l'aplomb, les marqueurs comportementaux, la capacité à générer une expérience émotionnelle
qui attire les gens vers vous comme un courant qu'ils n'ont pas choisi. Tout cela découle d'une seule source. Et cette source n'est pas une technique. Ce n'est pas une tactique. Ce n'est pas un schéma en 3 étapes, ni un ensemble de règles que vous pouvez mémoriser et déployer à volonté. C'est quelque chose de bien plus simple et de bien plus difficile que n'importe laquelle de ces choses. C'est la décision prise une fois et renforcée quotidiennement que vous êtes suffisant. Non pas parce que quelqu'un l'a affirmé, ni parce qu'une femme l'a validé par son attention, ni parce que votre nombre d'abonnés a dépassé un seuil, mais parce que vous vous êtes assis avec vous-même honnêtement et sans ciller, et avez décidé que l'homme que vous construisez mérite l'inconfort de la construction. Que développer une intelligence émotionnelle véritable, un aplomb physique réel et une stabilité interne véritable n'est pas une performance conçue pour attirer quelqu'un d'autre. C'est le projet central de votre vie. Ce que vous faites parce que cela compte, pas parce que cela fonctionne. Quand ce changement se produit, quand vous cessez d'opérer à partir du déficit et commencez à bouger avec une connaissance de soi tranquille et acquise, le monde extérieur se réorganise autour de vous de manière qui semble presque irrationnelle. Les femmes se comportent différemment avec vous, non pas parce que vous avez déployé une nouvelle stratégie, mais parce que vous avez été fondamentalement transformé. Vous avez cessé de transmettre de l'angoisse et avez commencé à irradier autre chose. Quelque chose de calme, quelque chose d'enraciné, quelque chose qui dit « Je ne suis pas ici pour te prendre quoi que ce soit. Je n'ai rien à justifier. Je suis simplement ici et cela suffit. » Et pour le câblage le plus profond d'une femme, pour l'évaluation instinctive de tout humain envers une autre personne, cette transmission est presque irrésistible parce qu'elle est étonnamment rare. Elle ne peut pas agir normalement avec vous. Son vernis se fissure, son indifférence répétée s'effondre. Elle se surprend à rire trop fort, à s'approcher trop près, à dire des choses qu'elle ne prévoyait pas de dire et à ressentir des choses qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. Et elle ne comprend pas tout à fait pourquoi. Car le pourquoi réside dans des circuits anciens qui ne produisent pas d'explication. Il produit des impulsions, des désirs et des attractions gravitationnelles vers quelque chose que son corps a identifié bien avant que son esprit ne puisse le rattraper. Vous avez fait cela sans manuel, sans scénario, par la transformation interne silencieuse et peu glorieuse qui a fait de vous le type d'homme dont l'arrivée réorganise les pièces. Quelqu'un qui ne poursuit pas parce que ce qu'il porte avec lui vaut la peine d'être cherché. Quelqu'un qui comprend finalement et complètement que la chose la plus puissante qu'il fera jamais devant une femme est simplement d'exister pleinement, sans s'excuser et sans une once de jeu d'acteur, tel qu'il est. Et si vous êtes assis là en pensant « Je ne suis pas encore cet homme », bien, le fait que vous puissiez ressentir l'écart entre là où vous êtes et là où vous pourriez être signifie que la conscience est déjà active. La transformation n'est pas quelque chose sur lequel on tombe par hasard, c'est quelque chose que l'on construit. Un moment d'aplomb à la fois, une instance de choisir le calme plutôt que la réaction, une journée d'investissement en soi, non pas pour impressionner quelqu'un d'autre, mais parce que la personne que vous devenez mérite l'effort. Commencez là, commencez maintenant, et observez ce qui se passe quand vous cessez d'essayer d'être l'homme qu'elle veut et commencez à devenir l'homme qu'elle ne peut pas ignorer. Si cette exploration de la présence et de la mécanique cachée de l'attraction a changé votre façon de voir l'énergie que vous apportez au monde, abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo. Nous découvrons les schémas psychologiques que d'autres ont tenté de garder cachés. Construisez votre base interne. La prochaine grande étape de votre évolution arrive bientôt.